Bonjour à tous et bienvenue à cette seconde édition des rencontres connectées Groupama Entreprises sur le thème de la cybersécurité. En quoi consiste une cyberattaque? Quelles sont les méthodes employées? Par qui sont-elles orchestrées? Comment protéger votre entreprise des différentes menaces? Comment réagir en cas de cyberattaque? Votre dispositif de sécurité actuel est-il suffisant? Pour y répondre, nous serons accompagnés de notre partenaire Cibex Assistance, spécialiste conseil de la cybersécurité. N'hésitez pas à interagir en direct en posant vos questions à l'aide de la fonction chat qui se trouve sur votre écran. Nous y répondrons à la fin de chaque séance. Avant de donner la parole à Yann Mao, consultant cybersécurité chez Cibex Assistance, je vous propose d'écouter le témoignage de M. Antoine Lelièvre, gérant des fermiers du coin à Saint-Jacques-de-la-Lande, qui a dû faire face à une cyberattaque. Les Fermiers du Coin, c'est un magasin de produits fermiers. En fait, on regroupe les produits de plusieurs agriculteurs du secteur pour les vendre dans un seul lieu, un peu comme le marché, mais ouvert tous les jours, quoi. En début d'année, on a été piraté, ou en tout cas, on a eu une attaque sur notre serveur qui nous gère toute l'informatique des caisses et du fonctionnement un peu du magasin. La première chose, c'est qu'on a appelé le prestataire informatique des caisses pour qu'il déjà nous dise ce qui se passait et puis quelle était l'ampleur du problème. Une fois que le prestataire avait pris la main sur notre serveur, il nous a dit qu'on avait été cryptoloqué. Donc à partir de ce moment-là, on savait que ça allait être plus compliqué. C'est pour ça qu'on a démarré le magasin en mode dégradé, avec juste les caisses en autonome. Quand on est en mode dégradé, le passage en caisse est plus long et donc l'attente des clients est allongée, quoi. Puis après, on a contacté Groupama qui là ont mis en place le conseil avec Cibex Assistance et l'envoi des disques durs pour analyse. L'objectif était de récupérer les données des mois précédents pour pouvoir récupérer nos statistiques, récupérer la partie gestion de stock qu'on avait enregistrée dans notre serveur. Peu importe l'entreprise, que ce soit une petite, une grosse, ou qu'elle fasse des produits fermiers ou de l'industriel, c'est la porte entrouverte qui fait qu'on est attaqué. Bonjour Yann Mao. Bonjour. Vous êtes consultant cybersécurité chez Cibex Assistance. Vous accompagnez les collectivités et les entreprises dans leurs besoins en matière de résolution des problématiques liées à la cybercriminalité. Vous allez nous apporter votre expertise sur la prévention du cyberrisque pour les entreprises. Avec plaisir. N'oubliez pas d'interagir avec le chat sur votre écran et poser vos questions. Première question. On parle beaucoup de cybercriminalité, de cyberattaque ou encore d'incidents de cybersécurité, mais au final, c'est quoi un cyberrisque? Alors, avant de définir ce qu'est un cyberrisque, je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de hauteur et regarder l'écosystème qu'il y a autour et plus globalement les risques d'entreprise. Alors, un risque d'entreprise, c'est quoi? C'est ce qui va vous faire dévier de vos objectifs, c'est ce qui va vous faire perdre du chiffre d'affaires. Et il y a donc des natures de risques. Il y a des risques stratégiques liés à la concurrence, des risques naturels. On aura des intempéries, on aura les inondations, viennent ensuite les risques d'interruption d'activité. Là, on en a tous vécu avec la pandémie. Et après, on a les risques IT, les risques informatiques. Alors, les risques informatiques, c'est les pannes logicielles, ça va être les pannes matérielles, c'est l'inadéquation des procédures informatiques. Par exemple, vous avez des sauvegardes qui doivent se faire tous les jours, en fait, elles sont faites mensuellement. Viennent après les risques cyber. Et le premier risque, en fait, c'est de penser qu'il n'en a pas, c'est de penser que ça n'existe pas ou que ça concerne que les autres. Pour revenir à la définition, le risque cyber, c'est un risque lié à une menace numérique, le plus souvent intentionnelle, qui peut s'opérer aussi bien de l'extérieur de votre entreprise que de l'intérieur. C'est une atteinte à votre système d'information de façon malveillante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les interruptions d'activité, les risques cyber, et les catastrophes naturelles, en fait, sont les trois plus grands risques que redoutent les entreprises françaises. Et le risque cyber prend même la tête au niveau mondial. Quelles sont les principales menaces qui touchent les entreprises aujourd'hui? Alors, Pierre-Yves, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce que l'humain fait de répréhensible dans la vie réelle, le vol, l'usurpation d'identité, le chantage, l'extorsion, j'en passe, va trouver une déclinaison numérique, dans le monde numérique, un écho. En 2021, 54% des entreprises françaises se sont fait cyberattaquer entre 1 et 3 fois.
1 sur 2 l'ayant déclaré, je précise, hein, l'ayant déclaré. Alors, on va pas avoir le temps de brosser tout ce qui existe hein, en menace, en cyberattaque, on aurait jamais le temps en 1 heure. Par contre, on va prendre le classement qu'a pu faire le site cybermalveillance.gouv.fr et avec 95% d'augmentation en 2021, bah, le rançongiciel est toujours là, le ransomware. Alors, qu'est-ce que c'est un rançongiciel? C'est un code malveillant, c'est une sorte de virus hein, qui peut s'opérer aussi bien de façon ciblée que de façon opportuniste, hein, via un mail phishing avec un PDF, un lien frauduleux, un exécutable. Et si votre antivirus ne le voit pas, s'il ne le détecte pas, eh ben alors, il va se propager sur votre système d'information. Il va aller sur vos serveurs, vos postes, sur vos smartphones, sur les caisses de magasins, comme on a pu le voir dans le reportage, et il va s'activer. Quand il va s'activer, il va chiffrer une partie ou toutes vos données. Et là, votre patrimoine informationnel sera bloqué. On va vous demander une rançon et vous allez devoir demander donc cette clé de déchiffrement aux pirates, ou au groupe de pirates qui vont vous fournir gracieusement, bien sûr, pour pouvoir déchiffrer l'entièreté de votre SI ou de vos données. Alors là, on est, comme je dis, sur le patrimoine informationnel. Hein. C'est une attaque lourde. 2017, il y a eu une grande vague de ransomware. On se souvient tous de WannaCry ou NotPetya. Toutes les entreprises dans le monde ont été touchées. Et en France, on peut se souvenir de Saint-Gobain. Saint-Gobain, ça a été une messagerie inutilisable pendant quelques semaines. Ça a été des données complètement irrécupérables et ça a été des personnes au chômage. Le coût, 220 millions d'euros. Donc, c'est pas une paille. Aujourd'hui, en 2022, on a Goodwill, c'est un groupe de ransomware. Ils vont pas vous demander une rançon, ils vont vous demander de faire des bonnes actions. Ils vont vous demander de payer des vêtements à des démunis, d'acheter des repas et puis de présenter ça sur les réseaux sociaux. Lorsque vous aurez fait assez de bonnes actions, eh ben, ils vous diront, OK, on vous donne la clé de déchiffrement. Vous avez aussi Conti, encore un groupe connu de ransomware qui s'attaque directement à un pays, le Costa Rica. Voilà où on en est au niveau du rançongiciel. Que vous soyez une petite entreprise, une petite start-up, dans le domaine de la santé, un tiers, un infogérant, vous serez sûrement touché un jour par ce rançongiciel. Avec 18 comptes en moyenne hein, sur les plateformes, le vol et le risque de vol des données numériques est devenu un fléau, en fait, aussi bien pour les privés que pour les professionnels. Et avec une augmentation de près de 140%, je crois, depuis 2020, c'est devenu, voilà, le piratage de comptes en ligne est devenu un fléau pour les professionnels. Et le piratage de comptes, alors pour les entreprises, ça ressemble à quoi concrètement? Alors c'est quoi? C'est assez simple, hein, c'est la prise de contrôle d'un de vos comptes par un individu malveillant au détriment d'un propriétaire légitime, hein, un compte de messagerie, compte professionnel, compte de streaming vidéo, musical et j'en passe. Comment il procède? Tout simplement par des attaques qui vont consister à trouver le mot de passe, donc des attaques répétées via des outils, via des algorithmes, via de l'ingénierie sociale. Ça va être tout simplement, comme je dis, par ingénierie sociale, on va vous forcer à donner ces mots de passe, et aussi par ricochet, c'est-à-dire qu'on va tout simplement, le cybercriminel va acheter une base de données sur le dark web, et un jour, peut-être que vos identifiants, vos logins et vos mots de passe ont été exposés et vous ne le savez même pas et ils sont achetables sur le dark web, tout simplement. Alors, le but de tout ça, il reste frauduleux, hein, il reste financier. Ça va être de récupérer de la donnée sensible, de la donnée personnelle, de la donnée bancaire, de la donnée professionnelle. Pour un usage frauduleux, de l'usurpation d'identité, du spamming ou tout simplement de la revente de ces données pour alimenter le cercle vicieux du dark web. Quelle est la menace que l'on retrouve en 3e position dans votre classement? Alors, c'est pas une menace, enfin, c'est pas une cyberattaque proprement dit, c'est une méthode, c'est l'ingénierie sociale, où découlent plusieurs cyberattaques. Alors, l'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est le fait de manipuler quelqu'un, de manipuler une personne pour la forcer à faire des actions compromettantes. Alors, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. On est dans le monde de l'escroquerie, on est dans le monde de la manipulation, du charlatanisme, voire du mentalisme un petit peu. Et on revient 100 ans en arrière, en 1925, un Tchèque du nom de Victor Lustig a réussi à vendre la Tour Eiffel à un ferrailleur français. Alors comment il s'y est pris? Tout simplement, il a lu dans la presse que la mairie de Paris avait du mal à financer l'entretien de la Tour Eiffel et il s'est donc fait passer pour un haut fonctionnaire parisien. Il a invité les plus grands ferrailleurs de la place parisienne et par son audace, sa façon de parler, son savoir-être, ça c'est important, il a réussi à duper une partie de ses convives.
Et donc, il y en a même un qui a versé des acomptes pour acheter cette tour Eiffel. Cet homme, il portera pas plainte, par peur de l'humiliation, par peur du ridicule. Et aujourd'hui, en 2022, on en est toujours là. Les entreprises préfèrent taire une cyberattaque plutôt que de l'exposer au grand jour. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais 1 sur 2 l'ayant déclaré. Pour avoir travaillé avec les forces de l'ordre, on pense que effectivement le chiffre est beaucoup plus haut que ça. Alors, on est effectivement sur des biais cognitifs, on est sur de la psychologie, on est sur des leviers qu'on va utiliser aussi en marketing, de la confiance, l'assurance, la pression, l'urgence. Et donc, en termes de cyberattaque, on a le hameçonnage, le phishing. Alors ça, c'est tous les mails frauduleux qu'on reçoit dans sa boîte. Alors avant, c'était beaucoup basé sur les héritages. Aujourd'hui, on est sur des usages bancaires, sur de l'arnaque au faux support technique, voire des forces de l'ordre qui vont vous demander, voilà, vous avez commis des actions illégales. Mais aujourd'hui, dans le monde professionnel, avec toute la technologie qui existe, avec l'acculturation et la sensibilisation qu'on peut faire, la médiatisation, ça ne devrait plus exister. Et pourtant, on a toujours des gens qui continuent à cliquer. Donc, le cybercriminel, lui, s'adapte. Il est agile, il pratique l'agilité. Il s'adapte aux situations. Vous allez recevoir un mail de votre RH. Vous allez recevoir un mail de votre CE. Super, vous avez des prix sur le parc Astérix ou autre chose. Vous allez avoir un mail sur le petit restaurant en face de chez vous, là vous allez manger tous les midis, qui va vous proposer tout simplement la moitié, un pourcentage du prix si vous invitez un collaborateur. Voilà, on va vous tenter. Et donc, aujourd'hui, on a pu le voir, il s'adapte à l'actualité aussi. On l'a vu pendant la pandémie avec toutes les attaques de phishing qu'il y a eu sur les plateformes en ligne, de prise de rendez-vous sur les vaccins. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, on a beaucoup de phishing sur les appels aux faux dons. Alors, voilà, aujourd'hui, il y a aussi d'autres canaux qui sont utilisés, le SMS, le vocal, qui n'a pas reçu son petit message sur le compte personnel de formation. D'ailleurs, c'est important, voilà, il faut faire hyper attention avec ça, mais il y en a beaucoup qui plongent, malheureusement. On a l'arnaque au président, ça c'est un grand truc. 2015-2017, un faux Le Drian qui arrive à gagner des millions d'euros. Grâce à quoi? Un masque en silicone, Skype, une bonne technique bien rodée, un beau petit carnet d'adresses. Il faut se rappeler du contexte, très anxiogène, les attentats. Là, on va demander à des grands entrepreneurs, à des grandes ONG, à des grandes entreprises d'aider la France par patriotisme à financer la lutte contre le terrorisme, à payer des rançons pour sauver des otages. Là, on touche au cœur. Donc là, tout le monde plonge. Il y a une grosse escroquerie dessus. Les faux vies, ça touche énormément les entreprises. La fraude, voilà, au virement. Bon, là, il y a le cyberattaquant va se faire passer pour un donneur d'ordre. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont faire de l'OSINT aussi. Alors, l'OSINT, c'est pas un gros mot, c'est de l'open source intelligence. Ils vont regarder sur toutes les sources libres, toutes les sources d'Internet qu'on peut consulter, tout ce qu'il y a sur l'entreprise. On va chercher tout ce qu'on peut avoir, des adresses mail, qui fait quoi, etc., ce que vous vendez. Derrière, on va passer sur LinkedIn. Et du coup, on va avoir énormément de choses à voir et passer sur Facebook. Et quand Martine va être appelée, on va lui dire écoutez, je suis votre N+2. Oui, vous faites du bon travail. Je sais que vous devez aller chercher vos enfants à l'école, mais j'ai besoin de vous. Là, on va toucher la pression, on va toucher une corde sensible. Et derrière, on va lui mettre de la pression, on va lui dire oui, il faut modifier un RIB parce que vous devez, on doit racheter une entreprise, la banque ne nous suit pas. Ok, du coup, je vais le faire, j'ai la pression. C'est ça, l'ingénierie sociale, forcer les gens. L'industrie de la cybercriminalité est pas en panne d'idées, d'accord, et pas en manque de talent. En quelques mots, le profil, vous parlez de l'industrie de la cybercriminalité, le profil du hacker aujourd'hui, un ou deux mots. Alors rapidement, on aurait pu dire sous sa capuche, derrière des écrans, etc. C'est fini, on n'est plus dans le challenge, on est dans le business. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on trouve sur le dark web, c'est fou. Des méthodes de fidélisation, des outils de collaboratifs, de la donnée, des malwares en SaaS, software de service, des outils de location de botnet. C'est fou tout ce qu'on peut trouver. C'est une industrie, un écosystème avec des centaines de personnes, de collaborateurs qui vont faire de la recherche et du développement. C'est assez dingue en fait, c'est assez dingue. Donc on en est là, on n'est plus dans le challenge, on est dans le business, on est dans le commercial. Voilà là où on en est aujourd'hui. Ok. Merci Yann pour ces réponses. Je vois qu'on a également une question sur le chat, une question Dante. Comment fait-on pour savoir si nos informations sont sur le dark web? Faut-il nous-mêmes s'y connecter pour éplucher les markets? Point d'interrogation. Alors, on peut vérifier effectivement sur le dark web tout ce qui se passe. Il y a des entreprises aussi qui vous permettent de trouver ces expositions.
Vous allez pouvoir payer des personnes qui vont le faire pour vous. Le dark web, on peut y aller facilement, c'est pas un problème. Il suffit d'un navigateur spécifique et d'y aller. Tout le monde peut y aller, c'est assez simple. C'est l'exposition, c'est le fait de rester dans le dark web qui nous expose encore plus. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Est-ce qu'on peut trouver des ressources? Oui. Il suffit juste sur Internet de chercher les liens et on va trouver tous les lieux d'exposition des grands groupes de ransomware. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, c'est le fait de s'y rendre. Est-ce qu'on y va seul? Est-ce qu'on y va accompagné? Est-ce qu'on y va sécurisé? Ou est-ce qu'on paye quelqu'un pour y aller comme ça, on se dédouane? Voilà. Là, c'est un choix personnel. Justement, je rebondis là-dessus. Deuxième question d'Amandine. Faut-il payer la rançon lorsqu'on est victime de rançongiciel? Alors, c'est une bonne question. Les forces de l'ordre, l'ANSSI vous diront, il ne faut pas payer la rançon. C'est financer le crime. C'est prouver aux cybercriminels que leur attaque fonctionne. Hein. Et puis en plus, c'est pas parce qu'on paye qu'on va avoir la clé en retour. Les cybercriminels ne sont pas tous montés en multinationales. Hein. Ils n'ont pas tous des accords de garantie de service du SAV. Ils ne sont pas sous les normes ISO, des standards. Mais chez nous, Cybex, on pense que payer la rançon, ça doit être l'ultime recours à la perte totale de ces données. Et donc, c'est intéressant, mais il faut se faire accompagner. Et il faut se faire accompagner par des experts pour pouvoir voir en amont ce qui se passe, connaître l'attaquant, faire des tests pour être sûr que cette clé fonctionne. Donc, l'accompagnement est vital. Et par contre, effectivement, ça doit être le dernier recours. Merci Yann pour cet éclairage. Nous poursuivons ce webinaire par la diffusion d'un second témoignage de M. Dominique Grel, gérant de l'entreprise Agriland, qui a failli perdre le travail de toute une vie suite à une cyberattaque. Nous l'écoutons. Nous intervenons dans le domaine de la maintenance, la commercialisation de matériel agricole et de pièces agricoles auprès d'une clientèle d'agriculteurs principalement, mais aussi de concessionnaires. Un matin, un comptable, en arrivant devant l'ordinateur, s'est aperçu que toutes les icônes avaient la même couleur et la même forme. Et très rapidement, on s'aperçoit que derrière chaque icône, il fallait verser de l'argent. Et donc, vu qu'on a un informaticien prestataire externe à l'entreprise, avec qui on travaille principalement, j'ai demandé de regarder ça. Et puis petit à petit, il a découvert la gravité. En fait, c'est que toute notre installation, tous nos ordinateurs, tout notre réseau était piraté. Chaque fois que vous avez un client qui appelle, vous n'avez pas son dossier, vous ne savez pas où ça en est, vous ne savez pas ce qu'il a commandé, vous ne savez pas s'il nous doit de l'argent. Vous ne savez rien du client parce que tout est informatisé. Vous mettez un certain temps pour vous rendre compte que c'est vrai. Donc ça peut arriver et ça nous est arrivé. On a donc rapidement contacté celui qui était censé nous faire les sauvegardes et qui nous les facturait. Et le lendemain matin, il nous a annoncé que les sauvegardes qu'il nous faisait payer n'étaient pas faites. Finalement, on s'est très rapidement aperçu que c'était des sauvegardes bidons et qu'on payait pour rien. Par hasard, on a un de nos prestataires informatiques qui avait gardé une sauvegarde de l'entièreté du système 3 mois plus tôt. On doit la survie de l'entreprise, je pense, à ça. S'il n'y avait pas eu ça, on avait perdu toutes nos données. On s'est rendu compte surtout à ce moment-là de la chance qu'on avait de ne pas avoir perdu plus. Si on avait tout perdu, je pense que l'entreprise n'était plus là. On a appelé notre assureur qui nous a mis en contact avec un expert. Il nous a mis en relation avec la Cybex qui est tout de suite intervenue au nom de Groupama pour essayer de nous apporter toute l'aide qu'il pouvait nous apporter. C'est un risque contre lequel il faut s'assurer. Malheureusement, ça peut arriver même si ce n'est pas de votre faute. Yann Mao, que vous inspire ce témoignage? Beaucoup de choses. Malheureusement, tout a été dit là, en fait. Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est primordial, la sauvegarde. Et aussi, le rôle des prestataires, le rôle des infogérants, de vos prestataires informatiques. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est important de le savoir. On le voit là, typiquement, avec ces sauvegardes qui n'ont pas été faites. Donc, c'est important. Il y a des choses, des codes à respecter et ça en est deux. Les infogérants, les prestataires, il faut vérifier leur rôle et les sauvegardes. Voilà, ça, c'est importance vitale. Quelles sont les premières actions à effectuer lorsqu'on se pense victime d'une cyberattaque? Alors, la première chose à faire, c'est de prévenir son équipe informatique, sa DSI, son prestataire informatique et contacter sa direction. Ça, c'est important de prévenir. Vaut mieux éviter voilà, une cyberattaque, il vaut mieux qu'elle soit contrôlée, en fait, qu'on sache qu'elle existe, même si c'est un comportement normal, plutôt que de la laisser perdurer et bloquer l'entièreté de votre système d'information et donc de votre activité. Ensuite, il y a une mesure organisationnelle à prendre, c'est faire un registre, une main courante qui va permettre de noter toutes les actions que vous allez mener. Ça, c'est important dans le cadre de la remédiation après.
Une fois que vous avez suspecté l'attaque en cours ou le comportement normal, vous allez isoler les systèmes corrompus du réseau. Vous allez peut-être couper votre routeur, vous allez déconnecter le câble réseau des ordinateurs, couper le Wi-Fi, et vous allez placer les postes corrompus en quarantaine, les éléments. Vous allez prendre des mesures conservatoires. Alors, il y a un réflexe pavlovien, c'est de tirer sur le câble d'alimentation, de couper le courant. Alors, c'est pas parce qu'on ne le voit plus que ça n'existe plus. Hein. Et au contraire, ça fait perdre même parfois de la donnée concernant l'attaque en cours. Et donc, pour la remédiation, ça peut être compliqué. Une fois qu'on a fait ça, en parallèle, vous allez activer votre plan de gestion de crise. Alors là, la cellule de crise, elle va piloter la crise, elle va organiser, donc avec qui, comment, par quels moyens. Vous allez activer vos plans de continuité métier, vos plans de reprise informatique, vos PRA, PCA, etc., si vous en avez, bien sûr. Et donc, la cellule de crise va répondre à des questions. Qu'est-ce que je fais de mes salariés qui ont plus d'accès, qui peuvent plus travailler? Quid de mes fournisseurs que je peux plus payer? Qu'est-ce que je fais de ma logistique? Comment je gère les commandes clients sans ERP, sans logiciel? Comment je gère mes livraisons? Toutes ces questions-là, la cellule de crise se les a déjà posées. Donc, vous allez gagner un temps fou en réactivité et donc limiter l'impact de cette attaque. Derrière, vos équipes elles vont continuer à regarder ce qui se passe sur votre système d'information, à chercher les causes, à regarder les impacts. Et si vous n'avez pas la ressource en interne, vous allez voir votre prestataire informatique. Si vous avez une assurance cyber, vous allez contacter votre assurance qui va vous envoyer un expert en remédiation, en gestion de crise, qui va pouvoir vous accompagner dans ce moment-là. En parallèle de toutes ces actions, la direction, la cellule de crise va activer son plan de communication. C'est important de communiquer dans ces moments-là, aussi bien avec ses clients, ses tiers, ses prestataires. Il faut être transparent, c'est très important. Et derrière, la direction va déposer plainte aussi. Vous allez déposer plainte auprès des forces de l'ordre, donc gendarmerie, police, procureur, auprès du TJ, du tribunal judiciaire. Bientôt, il y aura un 17 cyber, nous a promis le président. Donc, on verra ça. Et ça va vous amener les premiers éléments juridiques en notifiant cet incident de sécurité. Vous aurez les premiers éléments de base pour vous aider dans vos démarches. S'il y a une fuite de données, vous allez devoir prévenir la CNIL, au-delà des clients que vous devez prévenir. La CNIL, donc c'est la Commission nationale informatique et liberté, dans le cadre d'une obligation légale, c'est le RGPD, le Règlement général de la protection des données. Vous avez une obligation de les prévenir 72 heures après l'incident avéré. Si ça arrive le vendredi soir, autant dire que c'est compliqué avec le week-end qui passe, etc. Donc, il faut y penser. Une fois que vous avez fait ça, tout ça, vous allez pouvoir commencer à relancer vos services vitaux. Vous allez pouvoir relancer un peu les machines pour votre activité, pour passer en mode dégradé. Donc, vous allez acheter du matériel peut-être, vous allez replacer des systèmes sains, vous allez appliquer des patchs, des correctifs, vous allez restaurer des systèmes avec vos sauvegardes, si tant est qu'elles soient saines ou que vous les ayez encore. Et ça va prendre du temps. Il faut en moyenne 9 semaines pour se remettre d'une cyberattaque, c'est ce qu'on dit. Et il y a des entreprises qui s'en remettent jamais. Voilà. Là, on est sur la partie prévention. Comment on se prépare face aux risques numériques dans une entreprise ou dans une collectivité? Alors, il y a plusieurs mesures à prendre. La première, c'est d'améliorer son acculturation au cyber-risque, sa prise de conscience. C'est la connaissance du risque. Oui, ça existe. Oui, on sera peut-être un jour touché. Voilà. Et vous savez, le rôle de la sécurité, c'est éviter le danger, éviter les risques, d'accord? Et quand je vous parle de sécurité incendie, de sécurité routière, de sécurité bâtimentaire, on voit tout de suite ce que je dis. Quand je parle de cyber, paf, ça y est, c'est compliqué. Il y a un côté impalpable, il y a une espèce de vernis technique qu'on n'arrive pas à écorner. C'est trop compliqué. Et pourtant, la sécurité incendie, vous savez quoi? Des éléments précis, normés, comme des détecteurs, des porte-coupe-feu, des extincteurs. Vous allez prendre des coffres inifugés pour mettre vos biens sensibles. S'il y a un feu, vous allez avoir une alarme, vous allez avoir des gicleurs d'eau peut-être. Derrière, toutes ces informations de détecteurs sont centralisées, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un point de feu, vous allez savoir où c'est. Donc, vous allez pouvoir améliorer la rapidité, votre réactivité. Derrière, vous avez des équipes de sécurité incendie qui sont formées, qui ont des certifications. Vous allez devoir former vos utilisateurs, les sensibiliser à la sécurité incendie, au premier secours, à la prise en charge des extincteurs, et vous allez avoir des mesures organisationnelles, un plan de secours que vous allez devoir tester et avec un grand test en grandeur nature une fois par an, avec des normes et des obligations légales. Remplacer incendie par cyber et vous avez exactement les bases pour commencer. C'est la même chose. Faut dédramatiser, c'est la même chose. Alors désolé pour ce petit dégression, mais c'était important de faire le parallèle pour bien comprendre ce que c'est. Et donc on en revient à la prise de conscience, c'est la formation des équipes techniques. C'est eux qui ont plus de droits sur votre SI. Il faut les former. Les dirigeants,
les enjeux, c'est important. Ils doivent avoir tous les enjeux de cyber. C'est important qu'ils les aient. Donc, il faut les former, il faut les acculturer. Tout ce qui est veille, vulnérabilité, technologie, il faut savoir ce qui existe pour pouvoir mieux se défendre. Et enfin, la sensibilisation. Alors ça, c'est mon cœur de métier, c'est la prévention. C'est pas parce que vous aurez un château fort, un bastion, que à l'intérieur, tout va bien se passer. Donc, il y a des gens qui continuent à cliquer, on l'a vu. Donc, c'est important d'avoir cette acculturation, c'est important d'avoir cette prise de conscience, ces bons réflexes, cette cyberhygiène. La cyberhygiène, c'est des bonnes habitudes en matière de cyber. Pas facile, c'est pas inné, ça s'apprend. Moi, j'ai 2 enfants. Je leur ai appris à se laver les dents et à se laver le visage, etc., à se laver les mains. Ça a été long au début, mais maintenant, elles sont totalement autonomes. 7 et 12 ans. Si elles peuvent le faire, tout le monde peut le faire. La cyberhygiène, c'est pareil. Il faut apporter un peu tous les jours cette touche de cyber. Il ne faut pas saouler les gens, mais il faut leur apporter cette connaissance. Et vous pouvez vous aider de plateformes, d'outils d'anti-phishing qui vont faire des tests avec un côté compétitif, collaboratif. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre tout ça, en fait. Ouais, c'est très clair et très précis. Est-ce qu'il y a d'autres actions, postures, à votre avis, pour compléter ce que vous dites, qu'il faut prendre pour se préparer efficacement contre une cyberattaque? Alors, il y en a plein. Il va falloir réduire son exposition au risque. Pour ça, il faut investir dans son système d'information. Vous savez, les cyberattaques, elles ne sont pas qu'externes, elles ne sont pas juste sur un site internet, sur une interconnexion, sur une application que vous pouvez utiliser de chez vous. Elles sont aussi internes. Une clé USB trouvée dans la cour de votre entreprise avec écrit dessus RH. Là, par curiosité, je vais voir ce qu'il y a dedans. Une clé de 128 Go, pas du gain, je vais la prendre pour moi. Voilà, c'est facile. On l'a vu, politique de mots de passe trop faible. Du coup, on va pouvoir facilement rentrer dans le SI. Il y a des vulnérabilités techniques, organisationnelles et humaines qui vont être utilisées pour rentrer chez vous. Parfois, les trois. Par exemple, la rançongiciel, Martine va arriver chez elle, clac et clic, phishing. Génial. Le rançongiciel se télécharge, il passe l'antivirus et vous êtes exposé, tous vos datas sont chiffrés. Vulnérabilité humaine, organisationnelle, parce que Martine n'a pas été sensibilisée, et technique, parce que votre antivirus était pas à jour. Donc, voilà, c'est important de savoir ça. Il faut donc sécuriser son SI et à minima, il faut maîtriser son parc, maîtriser son environnement, inventorier vos services, vos logiciels, vos serveurs, vos machines, vos accès, vos datas, vos interconnexions avec l'extérieur. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, il dit si tu ne te connais pas et si tu ne connais pas les autres, alors tu perdras chaque bataille. Prenez de la hauteur sur votre système d'information. Il faut une vision 360. C'est facile à dire de ma position, mais il faut pouvoir cartographier votre réseau, votre SI et dire voilà, ici j'ai des interconnexions avec l'extérieur, c'est dangereux. Ici j'ai des vieux postes, c'est dangereux, c'est des verrues. Il faut savoir où sont les problèmes pour pouvoir y pallier. Dans un de nos derniers dossiers, il y avait une entreprise qui n'avait pas inventorié et cartographié son réseau, qui ont été cyberattaqués par un rançongiciel. On s'est aperçu plus tard. On a découvert en fait un schéma réseau de leur infrastructure qu'avaient fait les pirates. Ils ont pris le temps de faire eux-mêmes ce que l'équipe technique n'avait pas fait. C'est fou, c'est fou. Pour vous dire le temps qui passe dans votre SI sans que vous le sachiez. Une autre mesure à prendre aussi, c'est à minima, vous devez avoir des outils, des antivirus, vous devez avoir des pare-feux, des anti-spam, ça c'est le minimum syndical. Aujourd'hui, on a des technologies avec des antivirus nouvelle génération, pardon, les EDR, des endpoint detection de response, qui vont pouvoir analyser vos terminaux et pour apporter une réponse aussi automatisée à la réponse à incident. Donc, ça va vous amener du plus. Les XDR, donc ça, c'est l'extended detection de response, où là, vous allez aussi voir sur votre réseau ce qui se passe. Voilà, il y a plein d'outils technologiques, il faut se renseigner. Mais il faut déjà avoir la base, un antivirus et des pare-feux. Ça, c'est la base, c'est le minimum syndical. Derrière, il faut faire vos mises à jour. Si vous ne faites pas vos mises à jour, vous êtes exposé. C'est d'ailleurs les plus grandes vulnérabilités passent par là, d'un problème de mise à jour. Derrière, vous devez contrôler vos droits d'accès. C'est pas parce que votre PDG veut avoir accès à l'entièreté de son SI que vous devez lui donner les droits. Au contraire, ça serait une cible privilégiée. Et par sa méconnaissance des enjeux et de son système, ça va être une porte ouverte. Voilà. La RH n'a pas besoin de voir la compta et inversement. Segmenter vos réseaux de façon physique, de façon logique, segmenté. Voilà. Chacun doit voir ce qu'il veut. Vous devez avoir une véritable politique de mots de passe. Ça, c'est vital. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on trouve encore des logins admin, des mots de passe admin ou Toto 21. Et on en trouve. C'est fou, c'est fou. Vous devez
vous inspirez du zéro trust. On en parle beaucoup en ce moment. Le zéro trust, c'est on ne fait confiance à personne. À personne, que ce soit les utilisateurs internes, pardon, les VIP. Voilà, imaginez votre système d'information comme un grand bâtiment rempli de pièces, avec chaque pièce verrouillée par une porte, et chaque utilisateur a la clé d'une seule porte pour entrer à un seul endroit. Vous maîtrisez vos accès. Si la personne veut aller à un autre endroit, vous savez qu'elle a tenté d'y aller. Vous avez une visibilité sur tout ça. C'est important d'avoir tout ça. On l'a vu aussi sur le reportage d'avant, c'est les sauvegardes. Les sauvegardes, une véritable politique de sauvegarde, ça c'est vital. Le rythme des sauvegardes, tous les jours, mensuel, annuel, voilà, vous devez choisir le système en dur, sur le cloud, sur un NAS, un simple disque dur déconnecté, souvent ça suffit. Voilà, c'est important. Vous devez les tester, les vérifier, vous devez pouvoir être sûr que vos sauvegardes sont saines et pas vous retrouver avec des datas complètement chiffrées. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la clé sous la porte. Ou alors, vous payez la rançon, malheureusement. Derrière, vous devez chiffrer vos données. C'est-à-dire que quand vous les mettez dans le cloud ou sur des sauvegardes, elles doivent être chiffrées. Pourquoi? Parce que ça n'empêche pas le chiffrement. Un pirate va vous attaquer, il va chiffrer vos données, mais elles sont déjà chiffrées. C'est-à-dire que vous allez éviter la fuite de données. Et la fuite de données, je rappelle, c'est 2 millions d'euros, 20 millions d'euros, pardon, 4% du chiffre d'affaires en termes d'amende. Et cette obligation légale, elle est respectée du fait du chiffrement de vos sauvegardes. Voilà. Au moins, même si vous les avez perdues, elles ne sont pas utilisables ou elles ne vont pas être retrouvées sur le dark web. Donc, c'est important de réfléchir à ça et de bien comprendre que la politique des sauvegardes est vitale. On l'a vu aussi tout à l'heure, la mesure à mettre en place, c'est la gestion de crise. Ça, c'est vital. C'est la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est naviguer dans un torrent. C'est pouvoir naviguer tranquillement dans un torrent, prendre les décisions dans des moments où l'émotionnel, on l'a vu, va être très fort, où ça sera anxiogène. On est dévasté, on ne sait pas où on est et on perd du temps. Et les premières heures dans une cyberattaque sont primordiales. Donc, la gestion de crise et le plan de gestion de crise va vous amener cette réactivité. Et c'est important de les avoir. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas de plan de gestion de crise, il y a un problème. Il faut absolument que vous réglez ce problème. Dernière chose à voir, et il y en a d'autres encore, mais c'est la prestation informatique, c'est l'infogérance. Ayez des exigences de sécurité contractualisées. La confiance n'exclut pas le contrôle. On l'a vu dans le reportage, ce monsieur qui perd toutes ses sauvegardes et donc il va voir son prestataire et elles ne sont pas faites. Prestataire non fiable. Sous-traitance en cascade. Qui vous dit que votre sous-traitant il va pas sous-traiter? Là, on est dans Inception, le film, et on rentre dans quelque chose où on va jamais savoir qui fait quoi. Vos données, elles sont dans le cloud, mais elles sont en France, elles sont dans l'UE, elles sont aux États-Unis. C'est pas les mêmes lois, d'accord? Internet n'a pas de loi, mais c'est les lois de chaque pays. Donc c'est important de savoir où sont ces données, notamment dans le cas du RGPD. Derrière, vous devez maîtriser vos droits, c'est-à-dire que vos prestataires, ils ont des droits admin, mais est-ce qu'ils ont des droits sur tout le système d'information? Est-ce que leurs mots de passe, ils sont assez forts pour pouvoir éviter tous les problèmes? Voilà, les attaques par rebond. Souvent, une entreprise va être attaquée parce que son prestataire informatique lui-même s'est fait attaquer. Et du coup, comme son SI était beaucoup plus faible, on est passé par chez lui pour faire une attaque de rebond. Voilà, il faut faire attention à toutes ces choses-là, en fait. Merci Yann. Ça, je pense qu'on a fait le tour des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Sauf si vous avez encore des compléments à donner. Mais j'ai une question, avant de passer aux questions sur le chat. C'est quoi un bon mot de passe? Alors, un bon mot de passe, c'est un mot de passe fort, unique, secret. Fort, vous allez utiliser des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, une certaine longueur, 12 à minima maintenant, je crois. Pour s'en souvenir, passe-phrase, méthode phonétique, par exemple, j'ai acheté 8 CD pour 100 € deviendra j'ai acheté 8 CD, etc. Donc, c'est une moyenne mnémotechnique de s'en souvenir. Vous pouvez aussi retenir que les premières lettres d'une phrase. Si vous êtes tordu, les dernières lettres. Si vous l'êtes encore plus, la troisième lettre en partant de la gauche. En fait, c'est votre clé de déchiffrement qui va permettre de pouvoir déchiffrer votre mot de passe et vous devez l'avoir. Elle peut être unique, mais vous êtes le seul à l'avoir. Ensuite, il doit être unique, c'est-à-dire qu'un mot de passe, un compte. Une messagerie, un mot de passe. Voilà, c'est important même si vous avez 18 comptes, comme on a vu, ou 20 ou 30, vous devez avoir 20 ou 30 mots de passe. Voilà, c'est une obligation. On ne doit pas répéter son mot de passe, ça devient une faille. Surtout aujourd'hui avec le piratage de compte en ligne, quand on va pirater votre compte, eh bien, on va pouvoir réinitialiser les mots de passe d'autres services via cette boîte mail. Donc, si on perd l'accès à sa boîte mail, on perd l'accès à tous ces services qui sont liés à cette adresse mail. Ça, il faut le savoir. Il doit être secret.
votre chien, il s'appelle Noisette. Vous adorez la série Obi-Wan Kenobi, c'est génial. Votre fils s'appelle Kevin, Kimberley. Vous faites de la rando dans les Vosges tous les week-ends. C'est génial. Tout ça, ça n'a rien à faire dans votre mot de passe. Votre date de naissance, ça n'a rien à faire dans votre mot de passe. Et si, après tout ça, malheureusement, vous les laissez sur des post-it, dans votre sous-main, sur votre clavier, votre agenda, ou que vous l'avez filé à votre petit stagiaire qui vient d'arriver parce que l'équipe informatique elle met du temps à donner un mot de passe. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors oui, c'est pénible à se souvenir tous ces mots de passe. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent du coup de se faciliter la vie. C'est les gestionnaires de mots de passe. L'ANSSI en a certifié 2. KeePass, c'est un outil manuel, donc il va vous permettre de chiffrer une base de données via un seul mot de passe fort et unique qui va faire peut-être 20 caractères. Ok, il faut s'en souvenir de ce mot de passe. Mais c'est le seul qu'il faudra se souvenir. Donc c'est beaucoup plus facile que de se rappeler de 15-20 mots de passe qu'on va devoir changer tous les X mois. Et donc, ça va vous suivre sur une clé USB, sur votre poste de travail. Vous allez ouvrir votre KeePass et votre navigateur. Vous allez copier-coller les éléments pour aller dans votre navigateur. LogPass, c'est aussi c'est certifié ANSSI. Alors, KeePass, c'est gratuit, c'est important de le préciser. LogPass, lui, est payant. On se rapproche plus pour ceux qui connaissent, de Dashlan, de NordPass. C'est une application web. Ça va vous permettre de pouvoir plus facilement copier-coller vos logins et mots de passe, ça se fera automatiquement, en fait. On va dire, voilà, il y a un côté automatique. Plus d'autres services que peuvent apporter les outils web. Merci Yann. On va passer aux questions du chat. Il y en a plusieurs. Je vais commencer par la première. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, évidemment, on vous fera un retour écrit. Allez, je vais prendre la question de Loïc. Comment s'assurer que les sauvegardes sont bien faites? J'ai moi-même demandé à mon prestataire qui m'a répondu que bien sûr. Comment fait-on? Il faut avoir des exigences de sécurité contractualisée, c'est-à-dire que ça doit être écrit. Les vérifier, ça va être tout simplement de dire, voilà, avec votre prestataire, tous les 2 mois, vous allez lui demander de vous montrer la restauration d'un système, de lui montrer, vous allez lui dire, voilà, je veux tel fichier à telle date, merci de me l'envoyer, etc. Il faut que, c'est à vous de contractualiser tout ça, c'est à vous de faire à vous de contrôler tout ça. Effectivement, le problème de co-responsabilité, c'est compliqué à mettre en place. Soit vous le contractualisez dans un contrat, tout simplement, soit vous faites confiance. Et c'est pas parce que c'est Kevin, le fils de Roger, qui est votre meilleur ami, qui a 15 ans, qui a une appétence pour l'informatique, on fait confiance, c'est génial. Si c'était la même chose pour la voiture, si c'était un fan de tuning, un fan de sport mécanique, vous le laisserez conduire votre voiture à 15 ans? Non. Donc ça, c'est à vous de choisir votre prestataire, de lui faire confiance, c'est important. Mais il faut contrôler. Il faut contrôler ce qu'il fait et lui exiger, tout simplement, que tous les mois, il y ait des tests qui soient faits, tous les 3 mois, une restauration d'un système entier. Voilà. C'est des exigences et il faut les avoir. Voilà, c'est important. Ouais, je vois que Loïc a poursuivi ses questions à ce niveau-là, mais je pense que vous avez répondu sur la fiabilité, la compétence du prestataire informatique. Est-ce qu'il existe des normes, des évaluations objectives de la compétence des prestataires? Mais c'est compliqué. Enfin, tous les prestataires ne se ressemblent pas. Ouais. Vous avez le petit prestataire du coin qui sera peut-être génial, qui sera parfait, et une grande boîte qui vous fera n'importe quoi. Il faut tester déjà, il faut, faire confiance. Il faut demander l'avis peut-être à des spécialistes. Voilà, on peut vous aiguiller sur des personnes ou des ressources peut-être. Voilà, il faut se renseigner. Malheureusement, là, après... J'ai une question de Hante. J'ai une toute petite entreprise de vente de fromage à raclette. Je stocke mes données sur des ordinateurs hors ligne. Est-ce que j'ai besoin d'en faire plus? Ai-je un risque de piratage sur un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet? On l'a dit, s'il n'est pas connecté par Internet, vous n'aurez pas d'exposition. Effectivement, vous vous dédouanez de beaucoup de problèmes. Par contre, ça ne vous dédouane pas de la malveillance d'un de vos collaborateurs. S'il vient et qu'il veut vous faire du mal, il vous fera du mal en interne. Ça ne vous dédouane pas d'avoir sécurisé ses postes pour pouvoir vérifier qu'une clé USB n'est pas vérolée. Voilà, tout ça, il faut bien le prévoir. Et donc, il faut avoir une vue d'ensemble. Ce n'est pas parce que c'est hors ligne qu'il ne faut pas le vérifier. Au contraire même, ça peut être dangereux. Voilà, il faut penser à tout ce qui peut exister. Donc, avoir la connaissance et la vision de tout ce qui existe. Allez, encore une question ou deux avant de terminer ce webinaire. Question d'Amandine. Nous effectuons des sauvegardes journalières. Est-ce que cela est suffisant pour retrouver nos données en cas d'attaque? Alors, c'est déjà bien de faire des sauvegardes tous les jours. C'est génial. Mais comme on l'a vu juste avant, si vos sauvegardes, vous n'avez pas de sauvegarde déconnectée, hors ligne, vous êtes soumis au rançongiciel.
Et du coup, si vos données sont chiffrées, même si elles sont sauvegardées tous les jours, ben, c'est fini, vous perdez tout. Donc, c'est important d'avoir une connaissance d'un plan de sauvegarde. En théorie, c'est le 3-2-1, je crois. C'est trois sauvegardes sur 2 supports différents. Donc, c'est important d'avoir une connaissance de ces sauvegardes, un plan de sauvegarde, du rythme, et surtout de prévoir une déconnexion, quelque chose d'hors ligne qu'on va mettre au coffre. Hein. On va le faire peut-être une fois toutes les semaines, mais voilà, ce disque dur va être directement au coffre, on n'y touche plus. Et on en a 7 disques durs et on change toutes les semaines. Comme ça, on sait qu'on peut revenir en arrière. Voilà. Après, tout dépend. On en revient toujours à la même chose, c'est le financier, au coût. Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? Qu'est-ce que vous accepteriez de perdre en termes de données? Et surtout, inventoriez vos actifs numériques. Il faut savoir ce que j'ai besoin pour pouvoir redémarrer dans les meilleures conditions. Allez, une question de Carole. Est-ce qu'on peut se faire attaquer en ouvrant un fichier PDF associé à un mail? Oui, bah oui, fichier PDF, exécutable, etc. Oui, on peut se faire attaquer. Ça peut être du basique au basique, juste un alarmiciel qui va se déclencher avec une fenêtre pop-up qui s'ouvre en disant vous êtes cyberattaqué, appelez ce numéro. Vite, on va l'appeler, puis là, on va taper dans l'arnaque au faux support technique. Ou ça peut être beaucoup plus complexe. On peut prendre la main de votre compte. On peut, voilà, enfin, il y a plein d'outils, plein de malware qui existent. Les cybercriminels sont pas en panne d'idées. Hein. C'est ça, c'est grâce à leur recherche et développement, ils ont des techniques de fou et on est toujours un peu en retard par rapport à ça. Mais oui, effectivement, c'est possible. Et une question de Laetitia. Faut-il un firewall? Ah bah oui, un pare-feu, c'est ce que je disais, c'est le B.A.B.A. Le B.A.B.A, c'est ça, pare-feu et antivirus. Même si on est une petite entreprise, il faut prévoir ça. Il faut pouvoir se protéger au mieux. Le pare-feu va vous protéger des interconnexions extérieures, mais va pouvoir aussi tracer les flux. Donc, le pare-feu, c'est obligatoire. Oui, c'est une obligation. Alors, une question de Hante également. Est-ce que Dashlan est fiable? Je vous dis, question piège. Alors, il n'y a pas de question piège. Dashlan, NordVPN, etc. Enfin, toutes les applications, est-ce qu'elles sont fiables? On fait confiance. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une assurance, passez sur du français. Hein. L'ANSSI a certifié LogPass. Voilà. C'est certifié ANSSI, c'est français, c'est en France. Les datas sont en France. Mais est-ce qu'un jour, LogPass va se faire pawner? Est-ce que Dashlan va se faire pawner? Voilà, là je peux pas vous répondre, hein. C'est un pari sur l'avenir. C'est comme pour le Bitcoin, on fait un pari sur l'avenir. Malheureusement, il y en a qui mangent en ce moment. Ouais, j'avais une question aussi sur l'application LastPass, mais c'est peut-être la même réponse finalement. Ouais, on est sur les mêmes procédés. La confiance, voilà, c'est malheureusement on est obligé de faire confiance aujourd'hui. On est obligé. Eh bien, merci Yann pour ces avec réponses. Plaisir. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Évidemment, je tenais à remercier notre partenaire Cybex Assistance et tous les participants à cet événement 100% digital. Évidemment, vos chargés d'affaires Groupama restent à votre disposition si vous avez besoin de conseils, échanger sur vos projets autour d'une garantie cybersécurité, cyber-risque. Évidemment, ils sont à votre écoute et à votre disposition. Évidemment, échanger aussi sur tout ce qui est prévention au risque cyber. On a vu que c'était très, très important. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Il me reste tout simplement vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt.